vous présenter aujourd'hui. Alors, je commence par une petite présentation rapide de la société Bomatech. Donc, la société Bomatech est une société qui existe depuis plus de 25 ans, qui est basée, donc son quartier général en Suisse, à Zurich. Pour résumer, la société possède 300 employés dans le monde et a généré un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2018. Alors, Bomatech est une société qui a pendant longtemps, je dirais, vendu des aimants permanents je dirais de toutes sortes, tout matériaux confondus. Et depuis 2014, la société produit aussi ces aimants permanents, des plasto-aimants sur 2 sites de production basés en Malaisie. Alors, en tant qu'expert donc matériaux magnétiques, la majorité de nos activités se situent au niveau donc des aimants permanents, des assemblages d'aimants permanents, au niveau des rotors notamment, et puis le développement de technologies un peu innovantes, notamment la segmentation d'aimants permanents, terres rares, via un procédé Snake Lines, un procédé qui a été breveté par Bomatech. Donc les plasto-aimants avec notamment l'injection que nous réalisons en Malaisie. Donc cette activité aimant permanent, assemblage et puis segmentation, c'est, je dirais, 60-70% de notre activité. Le restant de l'activité étant réalisé par la fourniture de matériaux magnétiques doux donc à nos clients selon leur demande. Aimants matériaux SMC, nanocomposites, amorphes. Bomatech est aussi le représentant de Tamagawa pour les résolveurs en Europe, sur les marchés de langue germanique notamment. Donc il y a une forte expertise au niveau de ce type de capteurs de position. Et enfin, nous réalisons ce qu'on appelle des défectoscopes pour analyser les aimants, alors notamment les aimants terres rares, pour détecter la présence de cracks au niveau de ces aimants et être sûr, alors pour certaines applications, pour certains clients, que les aimants livrés sont 100% crack free, je dirais. Alors au niveau marché, Bomatech est, je dirais, fortement lié à l'industrie automobile, donc c'est lié à l'histoire de la société avec un gros développement sur le marché notamment allemand. Aussi l'industrie des moteurs, donc avec des applications moteurs, je dirais industrielles, médicales, automobiles, et de façon moindre sur des marchés comme l'aéronautique et le médical, je dirais médical hors motorisation. Voilà. Alors au niveau des familles d'aimants permanents, donc je pense que la plupart vous devez connaître un petit peu les aimants permanents usuels. J'ai classé sur ce slide donc les principales familles en fonction donc de l'énergie magnétique et je dirais un petit peu de leur date, de leur apparition sur le marché. Donc depuis les ferrites, qui sont des oxydes de fer, jusqu'aux aimants terres rares néodyme fer-bore, qui sont, je dirais, assez bien connus, puisque ce sont les plus puissants actuellement disponibles sur le marché. Alors aujourd'hui, pour les e-moteurs, donc ces moteurs dédiés à la propulsion électrique, nous allons principalement considérer les familles d'aimants ferrites et les familles d'aimants terres rares, à savoir donc samarium cobalt et néodyme fer-bore. Ce qu'on voit sur ce slide, c'est qu'il y a beaucoup donc, de familles différentes d'aimants et que je dirais il n'y a pas une référence principale. Différentes familles peuvent être considérées, on verra, en fonction des exigences, des sollicitations des moteurs. Alors, je vous donne ici quelques indications sur le marché des aimants permanents. Donc, on voit que c'est un marché qui peut se résumer, je dirais, avec deux chiffres. Si on considère le tonnage, on peut dire que le marché des aimants permanents est réalisé à 82% par les ferrites. Donc, c'est une matière qui est encore largement
diffusés, utilisés notamment pour des petits moteurs, mais aussi pour des capteurs. Ensuite, si on considère la valeur de ce marché, on voit que la majorité, 60% quasiment, est réalisée avec les aimants terres rares, puisqu'on voit qu'on est, je dirais, avec une matière qui est plus coûteuse, qui est aussi au niveau métallurgie un petit peu plus, je dirais, spécifique. On adapte la matière et notamment le contenu de terres rares lourdes pour limiter les variations de prix et adapter le prix à des gammes de température définies, par exemple. Alors au final, on a un marché qui nous donne, je dirais, qui représente à peu près 21 milliards de dollars en 2020. Au total, le marché des aimants permanents, c'est 25% des matériaux magnétiques. Donc un total sur ce marché des matériaux magnétiques de 83 milliards de dollars. Alors ça peut paraître important, j'ai vérifié quand même récemment le chiffre d'affaires fait par Google au total. Sur un trimestre, c'était déjà 40 milliards de dollars. Donc ça relativise un petit peu les choses. Alors, les aimants permanents, si on considère les familles d'aimants permanents terres rares, on voit que ces aimants consomment uniquement 30% des terres rares qui sont produites dans le monde. Par contre, on a une spécialisation des aimants terres rares et un focus sur des terres rares qui sont en général relativement coûteuses. Donc, le marché des aimants permanents terres rares représente 80% de la valeur des terres rares donc, qui sont produites dans le monde. Donc un fort impact sur ce marché. Si on considère maintenant les applications des aimants permanents, 70% des aimants produits sont utilisés pour des applications moteurs. Donc je dis moteur, à savoir moteur, actionneur et générateur, tout compris. Ce qui représente, ce qu'on évalue globalement à une croissance de 12% par an, un total de 45 milliards en 2020 estimé. Alors, on voit que ce type de marché devient fortement stratégique, notamment, encore une fois, grâce au développement de la e-mobilité. On voit que certains acteurs se sont déjà bien positionnés en voulant être des acteurs incontournables du secteur. Je reprends une déclaration par exemple de Nidec, voulant devenir le leader sur le marché des moteurs électriques pour les véhicules, les robots, notamment par le biais d'acquisition et aussi par le fait de multiplier par 4 sa production. Donc on voit que c'est un marché en forte croissance où des acteurs stratégiques sont en train de s'imposer. Alors sur ce slide, je présente rapidement un petit peu l'impact du développement de la mobilité vers des véhicules de plus en plus, je dirais, lourds, entre guillemets. Le fait qu'on ait cette mobilité électrique, ça nous impose en général de minimiser le poids du moteur, et bon, en général c'est le moteur et la batterie, et ça nous demande aussi une augmentation de puissance. On voit sur le graphe le rapport puissance-poids pour différents types de motorisation. Donc la motorisation, je dirais, de type industriel, entre guillemets, pour un véhicule industriel. La motorisation pour un véhicule électrique grand public. Je pense que tout le monde aura reconnu le véhicule. Et puis la motorisation pour des avions. Donc là, il s'agit d'un avion volant à une vitesse relativement rapide, puisque c'est 300 miles par heure. Donc on voit qu'on arrive à des densités de puissance relativement fortes, puisque si on compare à des motorisations connues comme un Duramax, qui est un moteur V8 camion, on voit qu'on est déjà bien au-delà uniquement sur des plateformes industrielles. Et si on considère les solutions donc développées par Toyota pour les Prius, on est à 2,7 kW par kilogramme.
C'est bien, mais on voit que les demandes pour les véhicules électriques et bien sûr pour les motorisations pour les avions est bien au-delà. Donc tout cela impose des exigences au niveau moteur renforcées au niveau de la vitesse. On a tendance à augmenter les vitesses des moteurs, augmenter le couple au niveau des moteurs, ce qui en général se traduit par aussi une efficacité plus importante. On est, je dirais maintenant, en général aux alentours de 96-97% d'efficacité au niveau des moteurs, et une température de fonctionnement renforcée, ce qui pose des problèmes au niveau des aimants, bien entendu, et plus largement au niveau des refroidissements du rotor de ces machines électriques. Au final, on voit que la demande au niveau des matériaux magnétiques, et notamment des aimants permanents, nous engage vers des matériaux de plus en plus sophistiqués, résistants aux températures, avec des flux magnétiques relativement importants, des résistances en corrosion importantes. Donc, nous avons défini en fait des critères pour évaluer un petit peu la performance de ces aimants et pour pouvoir un petit peu vous donner quelques indications au niveau utilisation selon les familles de matériaux. Alors ces critères, ils sont ici au nombre de 7. Le plus important en général, c'est quand même le flux magnétique, donc le BH max ou aussi le BR, donc qui va permettre d'évaluer la quantité de flux délivré par l'aimant permanent. Le second point en général, c'est le prix, puisque en général la e-mobilité s'adresse maintenant à des grands marchés, des grandes quantités, donc on doit dans le développement des projets, des moteurs, tenir compte de ces impératifs de prix. Ensuite, on a les coercitivités qui traduisent un peu les résistances à la désaimantation des matériaux, la stabilité en température. Comme je l'ai dit précédemment, les machines travaillent de plus en plus haut en température, donc c'est un point important à considérer. La résistance en corrosion, puisqu'on a des moteurs qui sont sollicités dans des environnements parfois, je dirais, contaminés par de l'huile, par du carburant. On a aussi des applications marines, donc avec des aimants qui vont être en contact avec des atmosphères salines. Ensuite, il nous reste deux critères. La conductivité, qui est un critère important pour traduire un petit peu les effets de perte au niveau de ces matières. Donc plus on est conductif, plus on risque d'avoir des courants de Foucault dans ces aimants. Ah non, la résistance électrique, pardon, je me trompe, pour les courants de Foucault. Et puis la conductivité thermique, donc pour, entre guillemets, traduire la variation, l'impact au niveau du matériau de l'augmentation ou des chocs de température. On verra notamment que les matières fritées doivent être traitées avec précaution, puisqu'il s'agit de matériaux qui sont donc frités, pas complètement massifs à 100%, donc où on peut notamment voir l'apparition de cracks. Alors je démarre maintenant avec la première, je dirais, famille de matériaux. Une des plus anciennes, bien connue, je dirais, ce sont les ferrites. Donc, pour résumer un petit peu les ferrites, qu'est-ce qu'on sait à propos de ces matériaux? Ce sont des oxydes de fer, ils ne sont pas conducteurs, ils sont très résistants en corrosion, et c'est une matière qui coûte très très peu cher. Donc c'est vraiment je dirais la matière idéale, on l'a listé par le keyword low cost, puisque c'est une matière qui est vraiment très bon marché et facilement disponible. Le prix à payer, c'est que la performance magnétique est un petit peu moindre, bien entendu, que ce qu'on peut espérer obtenir d'un aimant terre rare. Donc voilà un petit peu, j'ai résumé dans ce slide un petit peu les grands points, les points importants. Donc la
une bonne tenue en corrosion, la tenue en température, une matière aussi disponible sous forme isotrope et anisotrope, c'est important. Et puis, donc, la représentation de la Chine et du Japon pour la fourniture de ces matières. Donc, le Japon étant, je dirais, un acteur clé pour le développement de ferrites à haute performance. Au niveau du moteur, donc, cela se traduit par le développement de moteurs, de e-moteurs, entre guillemets, soit pour des applications de backup. On a vu beaucoup de développements où des gens ont décidé d'utiliser les ferrites au cas où il y a des problèmes avec les aimants terres rares, ou dans une deuxième cas, de développer des solutions à ce qu'on appelle medium power, donc quelques kilowatts avec des aimants ferrites. On voit que ça marche bien. Le prix à payer en général au niveau de la machine électrique, c'est un poids moteur un petit peu plus important, puisque on a un flux qui est assuré par une masse d'aimants légèrement plus importante. La raison, c'est qu'on doit surdimensionner en général les aimants pour éviter des effets de désaimantation au niveau des rotors. Voilà. Donc là, je vous montre quelques exemples. Donc un exemple assez ancien, 2008, réalisé par Hitachi, un moteur axial à stator central de 11 kW. Donc Hitachi, à ce moment-là, a fait je dirais entre guillemets, la démonstration de la faisabilité du développement d'un moteur ferrite dans une dimension relativement compacte, avec un taux d'efficacité de 93%. L'idée aussi, c'était d'utiliser des matières douces comme des matériaux amorphes développés aussi par Hitachi. Alors, au niveau du coût final du moteur, on peut avoir quelques peut-être interrogations, mais en tout cas, ça montre bien que pour ces machines, on a la possibilité d'utiliser des aimants ferrites sur des moteurs haute performance pour la propulsion. Au niveau du second exemple, donc Yaskawa a aussi montré en 2013 qu'ils avaient développé un moteur radial, donc à insert, développant 80 kW en pic. Le poids du moteur 60 kg, donc c'est un petit peu supérieur en général à ce qu'on connaît par rapport au moteur à aimants terres rares. Mais là encore, on voit qu'on est capable de développer une solution de propulsion à aimants ferrites qui fonctionne avec un niveau de performance de 1,3 kW par kilo. Ensuite, on a eu d'autres développements, donc notamment un développement en 2014 par le biais d'une collaboration entre Siemens, Fineon et puis l'université de Dresden et ZF, la compagnie ZF. Donc là, on voit, cette fois qu'on a une stratégie un petit peu différente, on a encore un moteur radial avec des inserts en forme de, ce qu'on appelle en forme de I. Donc on est là dans une stratégie où le moteur tourne relativement vite, avec un couple plus limité. On obtient quand même un moteur de 60 kW pour un poids de 70 kg. Donc c'est relativement, une fois encore, plus important que ce qu'on connaît pour les néodymes Fairborn, mais le fait est qu'on arrive à développer un moteur avec un bon niveau de performance. Dernier exemple, j'ai repris cet exemple de auto-innovation. C'est quelque chose qui est intéressant puisque là, on voit que Chevrolet a utilisé deux moteurs pour sa Chevrolet Volt pour avoir je crois que c'était une solution range extender avec un moteur à la fois ferrite, 12 pôles, et un moteur 12 pôles néodyme Fairborn. Donc on voit qu'avec dans le même, je dirais, un encombrement relativement similaire, on arrive à développer une solution de 50 kW, alors que si on utilise un aimant néodyme Fairborn, on voit que là on pourra atteindre des niveaux de performance de l'ordre de 100 kW pour des vitesses assez similaires. Alors pour conclure sur ces ferrites, quand on parle de ferrites,
on a peut-être en tête un matériau assez basique. En fait, les technologies au niveau des ferrites sont aussi très pointues. Donc, on voit dans les encadrements rouges, je dirais les grades basiques qui concernent les process qu'on appelle dry and wet, donc qui sont les deux principaux process pour réaliser des ferrites, des pièces ferrites. On voit les gens ont pas mal travaillé sur ces process pour développer des performances supérieures, donc notamment des sociétés japonaises comme TDK par exemple, ou Hitachi. Donc ces gens ont travaillé les process, notamment en intégrant du lanthanum cobalt pour développer des ferrites haute performance. Alors évidemment, on est un peu plus gêné pour parler de low cost à ce moment-là, puisqu'on voit que l'addition de lanthanum cobalt dans ces ferrites a un impact relativement immédiat sur le prix de la matière. À noter quand même qu'on arrive à des BR maintenant de 0,48 Tesla sur des ferrites lanthanum cobalt. Donc des performances relativement importantes. Donc après les ferrites, je démarre avec maintenant la présentation concernant les aimants à base de terres rares, donc notamment je dirais le plus connu sans doute, le néodyme Ferbor, puisque c'est celui qui permet de délivrer les performances les plus importantes. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les néodymes Ferbor? Donc, en général, ce sont des matériaux qui contiennent des terres rares, donc avec les problématiques de terres rares lourdes, qui délivrent un flux important, qui sont très sensibles en corrosion. On pourra revenir là-dessus un peu plus tard au niveau des exemples. Donc, qui ont des coûts qui sont assez importants, mais qu'on arrive à moduler en fonction, donc, notamment du contenu de terres rares. Ce sont des matériaux conducteurs, donc qui seront sensibles au courant de Foucault. Et là, le point que je soulevais tout à l'heure, donc avec une conductivité thermique qui va en fait traduire une sensibilité de ces matériaux au choc thermique, donc avec la possibilité d'avoir des ruptures si on a par exemple des cracks au sein de la microstructure de ces aimants. Voilà, donc je résume un petit peu ces indications au niveau de ce slide. Donc on voit on connaît ces aimants néodyme Ferbor notamment par la production de blocs de différents grades. On les connaît peut-être un peu moins sur la production en head shape, donc avec des pièces déjà finies, qui est un petit peu plus, je dirais, peut-être confidentiel. Avec un point aussi important qui concerne la prédominance donc, de la Chine comme fournisseur de ces matières, et aussi l'existence toujours de brevets sur des compositions, des process particuliers, notamment par Hitachi au Japon. Alors au niveau des moteurs, donc tout ça va se traduire par la réalisation en utilisant ces aimants néodyme Ferbor de moteurs hautement efficients et avec des couples très importants. Le néodyme Ferbor est la solution pour réaliser des moteurs de propulsion avec une efficacité maximum entre guillemets. On note néanmoins qu'on a des limitations en vitesse, puisqu'on aura des pertes, notamment par courant de Foucault, au sein de ces aimants, au sein de ces rotors. Donc les gens qui développent ces moteurs ont des stratégies, par exemple, de défluxage pour éviter les tensions induites trop importantes au niveau de ces rotors. On voit qu'en adaptant le contenu de terre rare, on arrive à un ratio cost-performance relativement efficace. Des gens ont fait des analyses et on voit que si on mesure je dirais le nombre de Gauss ou en BH max par rapport au coût sur une unité, on arrive à des ratios relativement identiques entre néodyme Ferbor et ferrite. Ça paraît curieux, mais disons qu'on est relativement proche en tout cas.
Donc j'ai parlé des pertes par courant de Foucault, c'est un point important. On verra que ça se traduit maintenant au niveau des moteurs par, de façon quasiment généralisée, une segmentation de ces pièces pour éviter la diffusion des courants de Foucault et le besoin de refroidir dans des cas extrêmes non seulement le stator mais aussi le rotor du moteur. À noter donc pour les conditions les plus extrêmes, le néodyme fer-bore montre des limites au-dessus de 200 degrés et dans des atmosphères les plus contraignantes, chimiques, marines, etc. J'ai encadré aussi le point concernant les cracks, puisqu'on voit qu'on a des contraintes, des limitations au niveau des assemblages de ces aimants néodyme fer-bore. Notamment, c'est une matière où on utilise de façon, je dirais, privilégiée le collage pour avoir toujours un petit différentiel pour assurer les dilatations, les différentiels de dilatation thermique entre les supports et l'aimant permanent lui-même. À noter aussi pour les hautes vitesses l'utilisation de fret. En général, fret carbone, fret Kevlar, fret en fibre de verre, fret, on a aussi de l'aluminium, de l'acier stainless, donc pour assurer le maintien de ces pièces à haute vitesse. Voilà, donc avec sans doute dans le futur et le développement de la e-mobilité, des stratégies à mettre en place au niveau du recyclage de ces terres rares. Alors le premier exemple sur ces développements, c'est un exemple qui est relativement, je dirais, connu. C'est tout le travail qu'a fait Toyota sur les rotors de machines hybrides depuis, je dirais, les premiers moteurs, donc les années 90, jusqu'au dernier modèle en 2016. Voilà, donc on voit sur ce slide les évolutions entre aussi le positionnement, le design du rotor, et puis donc le travail fait sur les matières. Notamment à partir de 2004, Toyota je dirais, développé et généralisé l'utilisation de ce qu'on appelle le ground boundary diffusion, donc le dopage en surface des aimants avec des terres rares lourdes pour limiter le contenu de ces terres rares lourdes et donc leur impact sur le prix final des aimants. En 2018, Toyota a aussi communiqué sur le développement d'une nouvelle, je dirais, technique, procédé de dopage, l'entame cérium, pour optimiser, réduire en tout cas le contenu en terres rares néodyme de ces aimants. Alors c'était quelque chose d'intéressant, il y a un travail qui est intéressant, mais je ne crois pas que ces aimants soient encore sur le marché. J'ai vu que Toyota a déclaré qu'il pensait utiliser ce type d'aimant à partir de 2020, mais je ne crois pas que ce soit encore, je dirais, disponible sur le marché. En tout cas, c'est un bel exercice qui sera sûrement, je dirais, appliqué sur des motorisations futures. À noter sur la dernière génération de rotors Toyota, on voit qu'on a quand même tendance à augmenter la vitesse de ces rotors et à diminuer sensiblement le couple pour garder un niveau de puissance, je dirais en tout cas relativement identique par rapport à la génération précédente. Donc on voit aussi qu'on a une stratégie sur la machine électrique qui évolue, pas uniquement au niveau du rotor, mais au niveau de la machine complète. Voilà, donc au final, on est passé d'une densité énergétique donc de 1 kW à peu près dans les années 2000, fin 90, pour atteindre 2,8 kW par kilo à peu près au niveau des dernières motorisations. Alors, quel type d'aimant permanent les gens utilisent en général pour les e-moteurs? Donc, ce sont en général des aimants, des grades qu'on appelle SH, UH, EH, donc pour traduire les résistances en température ou en désaimantation, donc relatif à la coercitivité, donc le HCJ, et puis donc des grades relativement, je dirais, puissants, énergétiques, donc avec des numéros, donc 48, 50, 52, 54.
donc des flux magnétiques puissants. Donc le développement de ces grades s'est fait avec le développement de nouveaux process, notamment l'optimisation de ce qu'on appelle le strip casting pour avoir une microstructure la plus relativement fine, permettant le développement de flux magnétiques importants. Aussi le développement de la maîtrise, entre guillemets, du taux de terres rares lourdes. Donc terres rares lourdes, c'est le terbium et le dysprosium au niveau de ces aimants pour ajuster, élargir le cycle d'aimantation au maximum et avoir une résistance à la désaimantation la plus élevée possible, tout en conservant un flux important. À noter aussi le Ground Boundary Diffusion Process, donc c'est quelque chose de plus récent qui a permis là encore de monter en flux et d'obtenir des grades comme des grades 48 EH ou 50 UH, qui sont des grades actuellement qu'on a bien du mal à réaliser autrement qu'en utilisant ce process de dopage en surface. Et enfin, je liste la dernière point, c'est la segmentation, puisque maintenant, je dirais que les aimants sont d'office intègrent cette segmentation. Donc, quand les gens commandent des aimants, ils commandent une matière, mais ils commandent aussi une segmentation, à savoir la réalisation d'un empilage de pièces, ou alors, on le verra avec Bomatec, la segmentation, je dirais, avec une ligne de coupe intégrée à la matière. Au final, le trend, c'est, je dirais, d'augmenter pas à pas la résistance en désaimantation tout en conservant un flux maximum et petit à petit d'évoluer vers des flux et des résistances maximum, donc un cycle le plus large possible. Alors un premier exemple d'utilisation, donc plutôt un deuxième exemple pour vous montrer un petit peu ce qu'on sait faire par exemple chez Bomatec. Donc on a développé des aimants segmentés donc en utilisant un process de segmentation qu'on appelle Snake Lines, qui a été breveté par Bomatec, où on n'est pas obligé d'empiler pièce à pièce, mais on vient juste couper, fragmenter entre guillemets la pièce sans séparer complètement les deux éléments. Donc ça nous permet d'avoir un process plus simple et qui s'applique à toute géométrie d'aimants. Avec ces aimants, donc, on a réalisé un rotor pour la Formula Student, donc de l'Université de Vienne, pour un moteur de 56 kW avec une vitesse de rotation relativement élevée, donc de 16 000 tours par minute. Le grade utilisé, un grade 46 UH, donc si je reviens, on se situe sur ce graphique 46 UH, on est alors j'ai perdu le 46, il est ici UH, voilà, donc on est avec une solution où on peut encore réaliser des blocs sans dopage, où on peut aussi envisager le dopage en surface. Voilà, on est sur un grade relativement élevé. Et on a testé, on a mesuré aussi les pertes. Donc grâce à la segmentation, on a un niveau de perte qui représente 35 watts au niveau de la machine, contre 230 watts de perte sans segmentation. Donc on voit qu'il y a vraiment un intérêt à réaliser ce type de segmentation pour des machines qui sont très très fortement sollicitées. Sur la droite, vous voyez un petit peu je dirais le chemisage entre guillemets de ce rotor avec une fibre. Il me semble que c'est une fibre Kevlar. Mon collègue pourra me confirmer, mais on a réalisé cette protection entre guillemets avec une fibre Kevlar, ce qui explique la couleur jaune, il me semble. Voilà. Exemple suivant, donc un exemple intéressant de Daido pour Honda. En 2016, donc Daido a réalisé par un procédé qui cette fois n'est pas un frittage, mais qui est une déformation à chaud, une extrusion même à chaud, qu'on appelle MQ3, un aimant néodyme fer-bore sans terres rares lourdes pour être utilisé, appliqué à des moteurs de traction
donc un moteur dédié à la Honda. Alors, un Honda Freed, on ne connaît pas très bien chez nous, mais la Honda Jazz, on connaît, c'est un véhicule hybride je dirais, plutôt de taille moyenne à petite. Donc, un moteur qui doit représenter, je n'ai pas noté la puissance, mais je dirais que c'était une cinquantaine de kilowatts pour la propulsion de ce véhicule hybride. On voit la forme des aimants, donc avec, je dirais, une segmentation entre guillemets suivant l'axe du rotor. L'idée ici, c'est de déformer la matière pour réaliser une microstructure très très fine. Cette microstructure va permettre d'obtenir une coercitivité large sans avoir recours à des terres rares lourdes comme le dysprosium ou le terbium. On voit sur la ligne du bas le procédé expliqué par Daido pour la production de bagues. Donc on imagine l'introduction, je dirais, pour la production de pièces, je dirais, de segments, de pièces rectangulaires. Voilà. Un exemple suivant, donc le modèle Tesla 3, donc c'est quelque chose qui est, je dirais, assez connu. J'avais noté que le moteur en 2016 était segmenté, avec des aimants segmentés, mais il semble, d'après les indications que j'ai eues récemment, que Tesla aurait abandonné la segmentation de ses aimants. Donc les grades utilisés sont, là encore une fois, relativement importants, c'est du 44 UH. Voilà, donc avec un moteur, on sait que Tesla a une stratégie à utiliser différents moteurs. Là, on parle bien du moteur à aimant permanent, donc qui est utilisé pour la propulsion sur le modèle 3. Ensuite, je voulais vous présenter quelques solutions au niveau des moteurs flux axiaux. Donc ces moteurs sont des choses qui sont en train de se développer relativement rapidement sur le marché de la propulsion électrique. Alors, quand on parle de moteur axiaux, on a au moins deux solutions. Donc, on a la solution à stator central et on a la solution à rotor central. Donc, c'est deux stratégies très différentes au niveau de la motorisation, puisque dans un cas, on a, je dirais, un système statorique et dans le deuxième cas, on en a deux, avec des implications et des conséquences par rapport à la possibilité de refroidir les stators, refroidir le rotor, et par rapport au design du rotor, bien entendu, et même au niveau des matières magnétiques utilisées pour ces rotors. Alors, un premier exemple assez connu, je dirais, de moteur à stator central, c'est un système développé par YASA, donc qui commence à s'imposer comme l'un des leaders de la motorisation avec des moteurs de type axial, un moteur de type axial. Donc, on voit pour ce moteur un ratio de 6,7 kW par kilo, donc qui le classe dans les comme dit YASA, best in class moteurs. Donc, on voit qu'on a ici un moteur qui, de toute façon, est refroidi, puisqu'on a une sollicitation qui est vraiment extrême. Donc, pour ce type de moteur, on utilise bien sûr des aimants néodyme fer-bore. Je dirais un grade relativement élevé, de l'ordre de 50. Donc c'est quelque chose qui est très très, je dirais, performant au niveau du néodyme fer-bore. Un autre exemple, donc un moteur axial, alors développé par Magnax, donc société basée en Belgique. On a ici un moteur, donc on voit bien je dirais à la fois le stator et puis le rotor avec des aimants trapézoïdaux, donc des néodymes fer-bore, encore une fois, avec des grades qui sont légèrement inférieurs en BH max, mais de très bonnes performances. La stratégie de Magnax est un petit peu différente. En général, leurs moteurs sont yokeless, donc on n'a pas de retour de flux magnétique au niveau du rotor. Je dirais que l'idée principale, c'est de limiter un petit peu l'inertie des rotors, puisque je dirais que le défaut principal de ces
ces structures à stator central, c'est d'avoir des rotors, un double rotor qui sont pas faciles à piloter avec des inerties relativement importantes. Au final, Magnax indique un ratio puissance-poids de 13 kW, ce qui le classe sans doute parmi les plus efficaces entre guillemets au niveau moteur propulsion. Donc on voit tout l'intérêt des stratégies de moteurs axiaux. Rapidement, disons que le moteur axiaux va faire son couple en utilisant le diamètre, donc c'est des machines qui vont se développer en diamètre, là où les moteurs radio vont se développer en diamètre, mais aussi en longueur. Donc on a des applications, des intégrations qui seront forcément un petit peu différentes. Un autre exemple donc, concernant cette fois un rotor central, donc une stratégie développée par la société française Wilot, avec un moteur de 6,7 kW par kilo, donc une solution où cette fois on a un rotor composé, je dirais, en général uniquement d'aimants permanents et d'un support. On voit ici qu'on n'a pas du tout de retour magnétique et en fait, on a en général sur ce type de machine une prédominance, une solution où on veut que le rotor tourne assez vite. On a une inertie faible, donc on va avoir tendance à solliciter la machine et à la faire tourner relativement rapidement pour obtenir une puissance élevée et une efficacité élevée. On voit aussi que le fait d'avoir un double stator, ça permet d'avoir une solution où on peut refroidir facilement le stator. Voilà, donc c'est une stratégie qui est aussi intéressante à suivre. Alors j'arrive maintenant à la deuxième famille d'aimants permanents, terres rares, donc les samarium cobalt, des matériaux qui sont donc qui datent des années 60, qui ont été développés notamment pour des applications militaires, mais qui sont toujours d'actualité, et notamment parce que ces matériaux sont très très stables en température. Ils délivrent un flux relativement important, moindre que les néodymes, mais quand même important, puisqu'on est au-delà du Tesla, 1.1, 1.2 Tesla. Et ils ont une résistance à la désaimantation très très élevée, ce qui permet en fait de les classer comme des matériaux très stables et qui vont permettre des utilisations dans des conditions relativement, je dirais, extrêmes. Alors là encore, on a des matériaux conductifs, donc qui vont être exposés au courant de Foucault, et des matériaux avec une conductivité thermique, je dirais, qui va se traduire, puisqu'on a une matière fritée, par là encore des problématiques de crack et je dirais de résistance en température de ces matériaux et notamment d'effets différentiels de dilatation. Donc là, un assemblage qu'il faudra étudier, je dirais, soigneusement pour éviter des effets de rupture. Alors, en résumant, donc on voit que ces aimants sont vraiment, je dirais, les best in class pour l'utilisation en haute température, puisqu'on a des solutions qui vont jusqu'à 550 degrés, donc notamment pour les solutions militaires, spatiales. On a une bonne résistance en corrosion. Par contre, on est dépendant du cobalt. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours, je dirais, intéressantes pour des raisons stratégiques, aussi pour des raisons de prix, puisque le cobalt est une matière qui est amenée à fluctuer relativement, je dirais, relativement fortement sur certains marchés. On a vu récemment. On a une très bonne performance, c'est des choses qui sont un peu moins connues, mais donc à très basse température. Si on est en dessous de moins 150, moins 170 degrés, on aura vraiment tendance à privilégier ce type de matière. Alors à noter qu'au niveau samarium cobalt, on a deux familles. Donc la première développée était uniquement samarium et cobalt, donc avec une composition assez forte en cobalt. Ensuite, les gens ont développé une famille 217, donc avec une structure un peu plus où on a intégré du fer, notamment du zirconium, du cuivre. Le fer a permis de renforcer notablement les performances magnétiques,
et aussi la résistance, on a une résistance en température qui est assez bonne, tout en diminuant le contenu de cobalt. Mais ça reste relativement important avec, je dirais, 51% de la masse. Au final, au niveau du moteur, donc on voit que le samarium cobalt reste la solution pour les moteurs qui vont devoir performer, disons, être utilisés à des températures au-delà de 150, 180 degrés. Donc on verra quelques exemples. C'est un matériau qui permet d'avoir un niveau de flux supérieur à partir de ces températures. Même si on compare notamment avec des néodymes Fer-Bord. On connaît bien ces matériaux dans les applications militaires, les applications aérospatiales, les montres aussi, puisque ça permet de faire des aimants très très petits en conservant de bonnes performances magnétiques. On voit que c'est une matière maintenant qui s'impose sur des applications, je dirais, notamment aérospatiales et aviation. On verra quelques exemples. Le prix à payer, c'est, je dirais, un prix un peu supérieur, notamment du fait de la présence de cobalt dans ces matières. Voilà, donc une stratégie je dirais, à mettre en place, mais on voit que sur certaines applications, on n'a pas le choix et on doit utiliser ce type de matière si on veut atteindre le niveau de spécification requis. Alors un premier exemple, donc j'ai repris de la société NEMA. Donc ces gens ont développé alors cette fois pas un moteur, mais disons un générateur couplé à une turbine à gaz. Et ce système permet d'étendre la durée de vol des drones. Donc on voit les conséquences importantes que ça peut avoir dans le futur si on peut faire voler des drones plusieurs heures au lieu de 30 minutes, 40 minutes maintenant. Donc on pourra envisager facilement des livraisons sur des grandes distances, par exemple, avec des drones de ce type. Donc l'idée, c'est qu'une turbine à gaz va générer, entre guillemets, du courant qui alimentera ensuite un système de propulsion. Donc sur ce système, on a un moteur sollicité en vitesse, 120 000 tours par minute. Donc pour ce type de moteur, on a uniquement 2 pôles, et au niveau de l'aimant, je dirais, réussir à commuter le moteur à ce niveau de vitesse. Donc 2 pôles samarium cobalt, on a un aimant qu'on voit segmenté sur toute la longueur, donc avec 10 segmentations, pour réduire notablement les pertes. Les gens de NEMA indiquent 15 watts de perte au niveau de l'aimant sur un total de 413 watts de perte au niveau du générateur et une efficacité de l'ordre de 95%. Alors les mesures qu'ont fait ces gens ont indiqué que le moteur étant exposé au carburant, au début de l'injection de carburant, le moteur fonctionne à des températures qui vont jusqu'à 300 degrés, et cette température se réduit graduellement avec l'augmentation du flux du carburant jusqu'à 150 degrés. Donc on voit ici qu'on n'a pas de solution, je dirais, au niveau des aimants de néodyme Fer-Bord. On est obligé d'aller sur une solution samarium cobalt. Voilà. Donc un premier exemple qui est assez, je dirais, assez parlant, et qui devrait, à mon avis, avoir des impacts importants, puisque on voit que le marché des drones est en train de se développer à une vitesse très très importante. Alors, sur ces matières samarium cobalt, on voit que les grades déjà 2,17 sont prédominants. On a, je dirais, relativement peu de grade 1,5 maintenant sur ces matières. Je dirais que l'intérêt du grade 1,5, c'est vraiment d'avoir une corrosion qui soit encore moindre, puisqu'on n'a pas de fer au niveau de la composition. Donc si on a à faire une propulsion marine, ou des choses qui sont immergées dans l'eau de mer, ou même dans l'eau, ou des atmosphères très corrosives, on aura intérêt à aller sur des grades 1,5. Sinon,
on voit pour la plupart du temps des grades 2,17 avec des grades 32, 33, 35, donc qui traduisent des BH max en énergie magnétique. On voit sur la courbe la raison, entre guillemets, c'est que ces grades 35, à partir de certaines températures, présentent des niveaux de flux nettement supérieurs à des grades 42 ou 38 mentionnés ici, Néodyme-Ferbor. Donc l'idée, c'est pas forcément d'avoir le flux le plus important à température ambiante, mais bien de garder un niveau de flux le plus important sur la plage de température opérationnelle du moteur. Voilà, donc on voit le gain, je dirais, sur la performance en considérant le fonctionnement en température de la machine électrique. On peut citer aussi d'autres grades qui sont les grades 2,17 haute température, où là, on a une métallurgie au niveau du samarium cobalt qui est optimisée, où on vient optimiser, entre guillemets, la stabilité à la désaimantation de la microstructure. On a un HCJ qui est, je dirais, une variation très constante avec la température. Voilà. Donc, c'est les deux grands types de matériaux avec des métallurgies relativement sophistiquées. Voilà. Et on voit sur le graphique, sur la composition, un petit peu les éléments additifs qui ont permis, entre guillemets, de réduire le contenu de cobalt et d'amener des performances supérieures au niveau de la famille samarium 2 cobalt 17. Alors un second exemple intéressant au niveau du samarium cobalt, c'est un développement donc fait notamment par la société Leonardo en Italie et en collaboration avec une université anglaise, je crois que c'est l'université de Sheffield. Le développement d'un moteur de propulsion pour un hélicoptère, un moteur entre guillemets de gouverne arrière. Donc, on voit que la turbine de l'hélicoptère va assurer la génération de courant électrique et que ce courant électrique va permettre donc de maintenir l'équilibre de l'hélicoptère. Pour ce type de motorisation, les gens ont préféré donc un moteur radial, entre guillemets, puisque ça permettait une intégration plus, je dirais, plus simple au niveau de la structure de l'hélicoptère. Ils ont obtenu, donc, en utilisant des aimants samarium cobalt segmentés, des performances avec un niveau de perte de l'ordre de 57 watts avec ces aimants segmentés pour une perte totale au niveau du moteur estimée à 1,9 kW. Donc une machine très très fortement sollicitée où le stator est refroidi avec de l'huile. Alors je ne l'ai peut-être pas dit, mais on a un moteur qui tourne à 16 000 RPM. Donc on a vraiment une performance. On voit sur la photo un petit peu le rotor. Alors je pense qu'on a là encore des aimants qui sont avec une frette. Alors je dirais que la frette est sans doute en carbone, mais j'ai pas en tout cas de la confirmation. Mais il me semble que ça doit être une frette en carbone. Voilà. Encore un exemple de générateur pour les applications aéronautiques. Donc un projet de motorisation hybride développé par Rolls-Royce. Là encore, on voit que les aimants samarium cobalt s'imposent au niveau du générateur électrique. Donc l'idée de Rolls-Royce étant d'utiliser une turbine d'hélicoptère dans son système hybride pour générer un courant, ce courant étant utilisé ensuite au niveau des moteurs de propulsion. Alors ces moteurs de propulsion pouvant utiliser peut-être des aimants, cette fois néodyme-ferbor, ou des aimants samarium cobalt au choix, selon les spécifications. Là, on se situe au niveau donc du générateur, et le générateur, comme indiqué donc sur le slide repris de Rolls-Royce, mentionne clairement des aimants samarium cobalt de 17. Voilà, pour une tenue en température, on voit que dans ces cas de figure, les aimants néodyme-ferbor ne sont pas suffisants pour tenir les spécifications.
Un autre exemple au niveau, je dirais, aviation. Donc là, j'ai repris entre guillemets, d'un concurrent où on voit clairement le développement d'un rotor avec un grade. Alors cette fois, j'ai l'information sur le grade, c'est un grade 33, samarium cobalt 217, où on a un rotor avec 14 segments, une structure Albar sur l'assemblage. Donc Albar, ça veut dire un flux qui est développé plutôt en surface d'aimant. Et puis, on voit même qu'on a un petit shift angulaire au niveau du rotor pour limiter je dirais le ripple au niveau du couple, au niveau du moteur. Au final, un moteur de 4,9 kW par kilo, donc qui se situe dans une très bonne performance, utilisé au niveau de l'aviation. Donc, il me semble que cet avion développé par Evolaris est destiné aux acrobaties aériennes, donc un système relativement là encore sollicité. Voilà, donc après avoir parcouru donc ces différents, je dirais différents slides et familles d'aimants, donc ferrite, néodyme fer-bore, samarium cobalt. Donc j'arrive à la conclusion de ma présentation. Donc je vois que je suis pas trop mal au niveau du temps. Donc pour dire que le développement des modes de transport électrique impose clairement un niveau de performance extrême au niveau des aimants permanents et aussi des machines électriques, bien entendu. Ce qu'on peut dire en résumé pour les ferrites, c'est que la ferrite représente encore une très bonne solution pour les designs bas coût ou les designs où on a besoin d'une performance, je dirais, intermédiaire au niveau des moteurs de propulsion. Le néodyme fer-bore est pour l'instant sans conteste la meilleure solution pour les performances élevées. Donc au niveau quand on a besoin de couple élevé, puissance élevée, efficacité élevée, dans des gammes de température, je dirais, relativement contrôlées. Ensuite, on a vu avec le samarium cobalt que dans certains cas extrêmes, au-delà de 180-200 degrés, le samarium cobalt s'impose comme étant la meilleure, la best solution pour ce type d'application. On voit que ça concerne l'aviation. J'ai insisté un petit peu sur ce type d'application, mais on voit aussi que ça va concerner les applications marines, puisqu'on a des bonnes résistances en corrosion et que ce sont des points relativement importants pour ce type de motorisation. Dans tous les cas, on constate qu'on a toujours de la marge pour le développement des performances. On a vu le travail sur les ferrites avec des améliorations sur les BR avec l'intégration de l'antenne cobalt. On a vu le travail sur les néodymes fer-bore avec différents process, donc le dopage en surface, tout ce qui a été fait sur la segmentation des aimants. Le samarium cobalt, on a aussi beaucoup d'améliorations sur la métallurgie, donc puisque c'est la métallurgie qui va donner la microstructure. On a beaucoup de travail fait sur la microstructure et l'orientation, notamment des matières. Au final, on voit que la motorisation pour la mobilité électrique nous amène vers des développements de grandes quantités, donc avec toutes les problématiques, je dirais, de coûts que cela impose, donc notamment au niveau de la mobilité automobile. Alors sur ce point, j'aimerais dire il faut sans doute avoir une réflexion sur une stratégie globale, et je mentionne Toyota puisque on voit que ces gens ont mené depuis les années 90 une réflexion relativement, je dirais, en profondeur, et que c'est l'un des rares constructeurs automobiles qui a des équipes de recherche, je dirais, sur les aimants permanents pour développer des aimants permanents plus performants. Alors, c'est pas le seul, sans doute, mais en tout cas, c'est quelque chose qui dure depuis pas mal d'années chez eux. À noter aussi que par rapport à la e-mobilité, on voit des marchés comme la robotique se positionner comme étant des marchés aussi très prometteurs par rapport aux aimants permanents. Et je dirais avec peut-être
plus d'intérêt au niveau des fournisseurs d'aimants permanents. On pourra revenir sur ce point, mais la robotique est un marché où on a des quantités qui sont plus limitées, mais sans doute avec des possibilités de développement plus intéressantes au niveau des fournisseurs. Voilà. Alors au niveau perspective, j'ai listé 2 points, donc sans doute, comme vous le savez, les aimants permanents, une famille d'aimants permanents que je n'ai pas mentionné, mais qui est importante aujourd'hui, c'est les plasto-aimants. Donc quand on vient mélanger une poudre magnétique avec un polymère plastique, donc époxy si on parle de compression, ou polyamide si on parle d'injection. On voit qu'on a des solutions qui se profilent pour réaliser des rotors pour des machines relativement performantes de quelques kilowatts en injectant directement un composé néodyme-ferbore anisotrope, par exemple, pour réaliser des rotors multipolaires sans souci, je dirais, d'assemblage. On voit ici que l'intérêt, ce serait d'avoir une stratégie, un procédé, disons, de réalisation de rotors compatible avec des grandes quantités, qui va sûrement se développer pour des machines, je dirais, de puissance intermédiaire, en tout cas dans un premier temps, en évoluant vers des puissances supérieures ensuite. Avec sans doute une limite, on voit ici sur la vitesse du rotor, puisqu'on a des problématiques de résistance mécanique entre le plasto et le paquet tôle qui va supporter l'ensemble. À noter que ces solutions sont déjà utilisées pour des outils portables, notamment par des sociétés comme Makita au Japon. Voilà. Le deuxième point, donc, qui me paraît intéressant, ce serait d'envisager, et il y a des gens qui ont déjà travaillé là-dessus, le développement d'aimants avec un niveau de coercitivité, je dirais, variable au niveau de l'aimant, puisqu'on voit que les machines électriques sollicitent l'aimant localement de façon assez, je dirais, différenciée. On a des points fortement sollicités en désaimantation et on en a d'autres beaucoup moins. Donc on pourrait imaginer d'ajuster les coercitivités des aimants de façon à doser de façon minimum, entre guillemets, les contenus de terres rares lourdes et avoir des prix, des solutions qui soient optimisées au niveau coût et performance. Voilà. À noter que ce type de solution est déjà actuellement implémenté par certains producteurs de pompes en grande quantité. Voilà. Voilà, donc c'est ma conclusion par rapport à cette présentation. Donc j'espère que j'ai été relativement clair. Il y a beaucoup de points, donc j'ai dû passer relativement rapidement, j'imagine, sur des points importants pour vous. Donc je vais voir maintenant au niveau je dirais, de vos questions. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises par rapport aux exemples que j'ai cités. J'attends donc maintenant vos questions par le biais de donc Monsieur Martin. Oui, donc je vous rappelle, hein, pour les questions, vous pouvez utiliser le chat. Alors, c'est pas une question, c'est juste une remarque de Frédéric Malray qui dit pour le projet d'hélicoptère, juste mentionner que c'est un projet de l'université de Bristol, professeur Phil Bristol. Melchior. Alors j'ai dit Sheffield et je me suis trompé d'université. Désolé. Donc je rétablis la vérité. Donc université de Bristol. Ouais. Alors, une demande pour savoir si l'on partage la présentation par la suite. Donc, il me semble qu'on avait convenu que oui, hein, qu'on enverrait un Alors lien aux participants. voilà, absolument. Il y aura un lien pour charger la présentation. Moveo m'a indiqué hier qu'il y aurait sans doute une vidéo disponible en replay aussi de cette présentation. Exact. Donc vous pourrez repasser entre guillemets pour tranquillement analyser la discussion et puis les différents points présentés, puisque j'ai essayé de donner des indications au niveau des slides, mais en parlant, je pense que j'ai peut-être donné d'autres indications qui pourront être intéressantes pour vous. Voilà.
Alors au niveau des questions, je sais pas si j'ai le visuel de toutes les questions. Mais écoutez, pour l'instant, non, pas d'autres questions. Alors, dans ce cas-là, moi, je pourrais ouvrir la problématique en revenant un petit peu sur je dirais le positionnement des fabricants de machines électriques, puisque on voit que la problématique au niveau des constructeurs automobiles a changé du tout au tout, et que la réalisation des machines électriques est pas si, je dirais, pas si simple que peut-être ce qui avait été envisagé. Et donc qu'on voit une restructuration complète du marché automobile, et qu'on aimerait, moi, je suis intéressé entre guillemets pour voir des acteurs français entre guillemets intervenir sur ces marchés de la e-mobilité, notamment par le développement de moteurs aussi, puisqu'on voit que beaucoup de gens achètent des moteurs. Je pense que ce serait une bonne initiative peut-être de réfléchir sur la production de moteurs électriques pour la mobilité en France. Voilà. Alors, on a des questions qui commencent à arriver. Quelles sont les limites en température des plasto-aimants? Alors, la limite en température des plasto-aimants, c'est quelque chose qui est lié en général plus au liant plastique qu'à la matière magnétique. Donc on va avoir des limitations par rapport à des aimants injectés, suivant les types de polyamide utilisés, polyamide 6 ou polyamide 12. Donc disons que au maximum en injecté, on ira jusqu'à 150 degrés, c'est vraiment un maximum. Si on doit aller au-delà, on utilisera des matrices plutôt PPS qui permettent d'aller sur des températures supérieures. Au niveau des aimants comprimés, on peut aller sur des températures relativement élevées en utilisant des poudres magnétiques qui sont adaptées, je dirais, jusqu'à 180 degrés. Merci. Alors, une question maintenant sur le recyclage des aimants. Est-ce que c'est une filière d'avenir et est-ce que ce serait un moyen de s'affranchir d'une dépendance, par exemple, vis-à-vis de la Chine ou de pays enfin, de continents comme l'Afrique pour la fourniture du cobalt, par exemple? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en augmentant les quantités donc d'aimants utilisés et potentiellement à recycler, on voit qu'on a une nouvelle source de matière première qui sera sûrement très significative dans les années à venir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut attendre que toutes ces nouvelles applications se dégradent et soient amenées à être recyclées. Donc je dirais dans les 10 prochaines années, on aura certainement une source non négligeable de matière. On voit que des gens, encore une fois, comme Toyota, ont des stratégies qui maintenant visent à démanteler les véhicules et plus à les pulvériser pour pouvoir recycler les matières premières intéressantes. Donc ça amène certainement à une nouvelle stratégie au niveau recyclage des véhicules. Le problème, c'est, je dirais, le prix des matières. Tant que le prix des matières reste bas, on voit que l'intérêt pour le recyclage reste faible, entre guillemets, puisque il faut investir et que sur des volumes intermédiaires que représentent ces matières recyclées, ça représente immédiatement un impact important au niveau des matières qu'on pourrait être amené à réinjecter sur le marché. Donc, il faut je dirais, un support, soit via des projets européens. Donc, on a plusieurs projets européens qui traitent de ce sujet, soit des projets, je dirais, des stratégies pour sécuriser des sources d'approvisionnement, auquel cas on échapperait à des logiques uniquement basées sur le coût. Et dans ce cas-là, le recyclage des matières serait sûrement intéressant, absolument. Sachant qu'en plus, on voit que d'une matière fritée, on peut utiliser cette matière pour redévelopper, par exemple, des plasto-aimants.
il ne s'agit pas forcément de retraiter la matière fritée pour refaire de la matière fritée. On peut aller sur des marchés plus, je dirais, un petit peu plus larges. Alors, une question qui touche toujours un peu ce sujet, mais qui est peut-être un peu plus large. Quel est l'impact environnemental finalement de toute la phase d'extraction et de production de ces aimants permanents? Alors, c'est des choses qui sont maintenant de plus en plus intégrées, entre guillemets, dans les impacts au niveau des matériaux. L'impact est important, on peut pas nier que l'extraction des terres rares, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de solvants, beaucoup d'acides. On a des stratégies de recyclage, de retraitement des eaux, mais on a aussi des résidus qui sont radioactifs, puisque ces matières, en général, donnent lieu à des résidus de traitement avec des résidus métallurgiques, des résidus de matériaux qui sont radioactifs. Donc on a un impact environnemental qui est important. On a aussi ensuite, une fois qu'on a ces matières, donc une métallurgie au niveau de la réalisation des alliages qui est aussi pas sans conséquence, on chauffe relativement haut, on a des dégazages, on a un impact fort, donc on doit être amené sans doute à minimiser l'utilisation, en tout cas utiliser le mieux possible les matières importantes comme les terres rares lourdes sur les machines électriques. C'était un petit peu l'idée du dernier slide, entre guillemets, la dernière idée, c'est de dire essayons peut-être encore d'ajuster encore plus précisément le dosage des terres rares lourdes pour minimiser cet impact environnemental pour le développement des aimants frités. Alors ensuite, une question sur l'existence de projets collaboratifs pour le développement de moteurs électriques au niveau français. Alors au niveau français, malheureusement, je suis un peu pauvre. J'ai cité la société Wilot, donc qui développe des aimants à flux axiaux. On connaît aussi la joint venture entre Peugeot et Nidec, donc qui développe des moteurs notamment pour Peugeot, mais sans doute pas uniquement à terme. Je connais un programme européen donc qui vise. Alors, il y a des programmes sur les aimants, donc pour le recyclage des terres rares, pour le développement d'aimants, je dirais, plus performants, et pour le développement de moteurs électriques aussi. Mais au niveau français, honnêtement, j'ai pas d'exemple, donc je ne veux pas dire de bêtises. Je dis, il y en a sans doute, mais je saurais pas vous répondre. On peut citer aussi peut-être la JV entre Valeo et Siemens. Absolument, absolument. Valeo, Siemens. Pour ce type d'application, on a aussi VDCOM, donc cet institut qui travaille beaucoup sur le développement de moteurs. Ils ont beaucoup travaillé sur des solutions ferrites. Ils travaillent maintenant aussi beaucoup sur des solutions à base de terres rares. Donc il y a vraiment sans doute un environnement très propice à réaliser. Des développements, puisqu'on voit que le marché est très très porteur et que on voit aussi des organisations, notamment en Angleterre, où les gens se regroupent pour développer des machines électriques dédiées alors à l'aéronautique, puisqu'on sait que les Anglais ont une histoire avec l'aéronautique qui est assez forte, mais pas uniquement. On a des développements sur les drones, qui sont vraiment très dynamique et qui devrait aboutir, je crois. Moi, j'ai été vraiment surpris de voir que ces développements étaient beaucoup plus rapides et aboutis que ce que je pensais, en fait. Voilà. Alors, une question sur les techniques de fabrication additive. Est-ce que ça peut être utilisé pour les aimants permanents? Alors, absolument, c'est des choses qui sont en cours je dirais, de développement. Alors, on a plusieurs stratégies. On a une stratégie en termes de fabrication additive avec des plasto-aimants, donc où les gens viennent travailler
des aimants plastiques pour, je dirais, finaliser des formes assez complexes. On a déjà des idées d'application pour ces types d'aimants, notamment. Alors, ça sera plutôt sur des, je dirais, sur des solutions capteurs, à mon avis, mais c'est des choses qui sont en développement. On a aussi des solutions qui viennent sur alors soit du frittage laser, soit plutôt des solutions comme de l'injection métallique, donc qui permettent de finaliser, donc en utilisant entre guillemets les avantages de l'injection, de finaliser ensuite par une étape de frittage une pièce dense avec des propriétés magnétiques intéressantes. Alors pour l'instant, c'est des choses qui sont en développement. On a des performances qui sont plutôt, je dirais, basses, mais on a encore assez peu de recul. C'est des choses qui sont à développer. Voilà. Alors, je me permets juste un petit commentaire par rapport à ça. On voit que on est beaucoup plus actif au niveau des terres rares, puisque je dirais au niveau des coûts, des marges, etc. On a des choses qui sont où la matière a encore un impact important. Quand on considère les ferrites, on peut avoir de la marge de développement, mais comme les matières coûtent très peu cher, on a beaucoup moins d'actions de recherche. Alors, il y a sans doute aussi des solutions avec ces matériaux ferrites. Ce serait aussi sans doute une voie intéressante de développement. Alors ensuite, une remarque. Des initiatives dans l'aéronautique ont lieu au sein du CORAC et de Clean Sky 2. Assez peu de transversalité avec les grands acteurs moteurs comme Leroy-Sommer, Gemont, GE. Absolument, absolument. C'est des choses. Alors j'ai discuté récemment avec des gens de Airbus hélicoptères, donc qui aussi s'intéressent à des systèmes de décollage verticaux, etc., donc électriques, et qui sont en train de développer des choses avec, alors sans grand secret, mais avec les gens de Safran. Donc on voit des acteurs comme ça qui viennent, donc General Electric, on a des gens de Safran, des gens de Rolls-Royce qui viennent avec des motorisations sur ces systèmes aéronautiques, avec assez peu, malheureusement, je dirais pour l'instant, d'interaction avec les gens de l'automobile. Mais on a des filières qui sont en train de se mettre en place et qui aussi réorganisent, entre guillemets, ces filières, puisqu'on voit que, par exemple, pour l'automobile, Volkswagen, par exemple, ou BMW ont fait des moteurs électriques et qu'ils ont réalisé que c'était pas si simple d'obtenir des performances et de vendre ces moteurs en grande quantité et de faire du profit avec ces machines. Voilà. En tout cas, merci pour les indications sur les programmes d'aviation, puisque c'est des choses que je ne connaissais pas. Donc c'est intéressant d'avoir ces références. Alors ensuite, une question. Que pensez-vous des approches innovantes à base de moteurs utilisant de l'aluminium au lieu de bobinage cuivre? Alors, c'est sûrement très intéressant. On a déjà vu ce type de développement pour des applications. Alors, d'abord des applications, je dirais industrielles. C'est des choses qui existent déjà depuis pas mal de temps. On a des grands fabricants de moteurs qui ont remplacé les bobinages cuivre par de l'aluminium. Je citerai notamment un que je connais assez bien qui est Panasonic. Donc ils ont depuis pas mal de temps sur des applications utilisé ces types de fils, notamment aussi parce que l'aluminium permet aussi d'avoir des fils avec des sections carrées, donc qui vont permettre aussi d'avoir un taux de remplissage important. Donc sûrement des bonnes solutions. On voit aussi que l'aluminium est important quand on a des machines à flux axiaux.
Donc je vais revenir sur le slide avec les machines à flux axiaux. On voit qu'on a par exemple des sociétés comme Magnax qui ont des brevets sur des systèmes de refroidissement de stator en utilisant des stratégies avec notamment des radiateurs aluminium intégrés au stator. Donc ce sont des choses qui sont relativement intéressantes, bien sûr. Très bien, mais merci beaucoup. Je pense on arrive à la fin du créneau que l'on s'était fixé. Alors c'est déjà une première performance, j'ai fini dans les temps, c'est parfait. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que l'année prochaine, on aura l'occasion de se rencontrer lors d'un vrai séminaire, entre guillemets, pour pouvoir avoir un petit peu plus de temps de discuter toutes ces questions intéressantes, tous ces développements. Donc sinon, je vous donne rendez-vous donc sur via Bomatech. Donc pour me contacter si vous avez d'autres questions, via Moveo si vous voulez donc revoir ce webinaire. En tous les cas, je reste disponible si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision. Merci à vous encore. Un grand merci, Monsieur Arlot. Et donc, comme convenu, on enverra la présentation aux participants inscrits et puis vous aurez accès au replay de ce webinaire. Merci à Moveo pour nous avoir hébergés aujourd'hui et puis pour l'organisation. Ça a parfaitement fonctionné. J'étais inquiet pour ma connexion, mais visiblement, ça s'est bien passé. Merci à tous et bonne journée. Merci Au revoir. à tous. Ouais. Bonne journée à tous. Merci.